Maître Éric Dupond-Moretti, célèbre avocat, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Bonjour Monsieur maître. Bourdin. Dites-moi, vous avez accepté de prendre en main, avec l'avocat qui travaille déjà auprès de la famille de Rémi Fraisse, vous avez accepté de prendre en main la défense de la famille de Rémi Fraisse. D'abord, pourquoi? Parce qu'on me l'a demandé. Tout simplement. C'est-à-dire que quand on vient vous voir, on vous demande, vous dites oui. En l'occurrence, j'ai dit oui. C'est une famille qui est dans la détresse, on peut l'imaginer. Oui. C'est un gosse de 21 ans qui est mort. Oui. Il y a une procédure judiciaire. Donc la place d'un avocat, ça n'est pas quelque chose d'incroyable. Oui. Arié Halimi, qui défend la famille, m'a demandé d'intervenir à ses côtés. J'ai immédiatement accepté. Oui, vous l'avez rencontré, la famille. Je vais rencontrer mon confrère. J'ai eu des contacts avec la famille. Vous savez que les funérailles, c'était hier. Oui. J'ai appris dans la matinée du dimanche, 25-26 la nuit, samedi-dimanche, à Sivins, j'ai appris dans la matinée du dimanche qu'il y avait eu un mort. Je l'ai appris de mon cabinet et du directeur général de la gendarmerie. À ce moment-là, la gendarmerie me dit que la grenade offensive n'est pas à l'origine de la mort de Rémi Fraisse. Elle me dit, nous en doutons, mais il va y avoir des expertises et nous serons au terme de l'autopsie. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui explique cela ce matin. Aucun commentaire. Écoutez, il y a un temps où il y a des temps qui se conjuguent. Le temps du deuil d'abord. Les funérailles, c'était hier. Le temps de la vérité judiciaire. Le temps de la défense. Le temps pour vous d'informer. Moi, pour le moment, je n'ai pas une connaissance totale du dossier. Mais ce que je peux dire de cette affaire, c'est que on a raconté sur ce gosse des choses qui sont inexactes. C'est-à-dire L'histoire de la musette qui aurait contenu de l'explosif. Il n'y avait rien dans la musette. Ce gamin, c'est un botaniste qui n'a rien d'un casseur, qui n'a rien d'un voyou. Et il n'y avait rien dans la musette. Dans ce sac, ce fameux sac qui aurait... Son sac à dos. Ouais. Donc on a laissé à croire l'idée que... il aurait fumé ou qu'il aurait... Oui. Qu'il aurait fumé et qu'il aurait été porteur d'explosifs. Ça, c'est complètement bidon. Alors, il y a quelques pistes, et puis on va s'arrêter là. La première, c'est... Peut-on utiliser cette arme, la grenade offensive? Comment peut-on l'utiliser? Quels sont les ordres qui ont été donnés? Et là-dessus, il y a déjà un certain nombre de réponses. Mais vous me permettrez de ne pas conjuguer le temps médiatique et le temps judiciaire. Chaque chose en son temps. Oui, ce sont les questions que vous commencez à poser ce matin, maître. Ce sont des questions que je poserai au juge d'instruction le moment venu, au travers d'un certain nombre de demandes d'actes qui, moi j'en suis convaincu, vont aboutir à une vérité incontournable. Une vérité incontournable, c'est ce que demande évidemment la famille de Rémi Fraisse. C'est le seul souhait de la famille de ce gosse. Et Éric Dupond-Moretti, hier, deux médias, Le Monde et Mediapart, ont publié des extraits du procès-verbal de la gendarmerie qui retranscrit les conversations des militaires sur place cette nuit-là. Je vous le relis et je cite. J'ai lu. Vous avez lu, mais les auditeurs téléspectateurs peut-être pas. Éric Dupond-Moretti. Alors, les gendarmes mobiles sont équipés de jumelles à vision nocturne, dans la nuit, de cette nuit du 25 au 26. Ils voient un manifestant s'effondrer. Il est 1h45 à peu près, entre 1h40 et 1h50. Ils voient un manifestant s'effondrer juste après le jet d'une grenade offensive. Je rappelle que on jette à la main la grenade offensive. 1h53, un militaire ordonne stop pour les F4, ça ce sont les grenades lacrymogènes instantanées. Il est là-bas le mec. Ok, pour l'instant on le laisse. On voit tomber Rémi Fraisse. Les gendarmes voient tomber Rémi Fraisse. Un autre gendarme tente de se rassurer. C'est bon, il va se relever, c'est bon. 7 minutes passent, il est 2h du matin, les gendarmes récupèrent le blessé, ils ramènent le corps, il respire ou quoi? L'infirmier de l'escadron administre les premiers secours. À 2h03, un gendarme s'écrie, il est décédé le mec. Là, c'est vachement grave, faut pas qu'il le sache. Qu'il le sache les manifestants en face, dit la gendarmerie. C'est le fameux répondez. Oui.
Non, je vous dis que le moment pour moi n'est pas venu de m'exprimer sur ce dossier. Mais rassurez-vous, je le ferai peut-être à votre micro, je dirai toute la vérité, c'est un peu tôt. Il y a 2 ou 3 questions qui méritent de vraies réponses, et la justice, pardon, ne se rend pas ici. Il y a une instruction... Éric Dupond-Moretti, mais le temps de l'incertitude. Parce qu'il y a eu un temps d'incertitude autour de cette affaire, quand même, parce que selon les premières déclarations... Il y a un temps d'incertitude, il y a un silence assourdissant du garde des Sceaux, il y a des choses qui ont été dites qui sont à l'évidence totalement fausses. C'est-à-dire lesquelles? C'est-à-dire l'histoire de la musette, par exemple. Oui. Le sac qui aurait disparu, on a embrouillé les esprits avec tout ça. C'est une évidence. Est-ce qu'on les a embrouillés volontairement ou pas? Nous verrons. Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, moi je ne veux pas faire de ce micro une tribune judiciaire. Je n'en ai pas le désir, je n'en ai pas l'envie, il me manque quelques éléments, je communiquerai le moment venu sur ce dossier complètement. Je dis que des choses ont été dites qui ne sont pas la réalité, on peut d'ores et déjà les rétablir. Je dis pour le reste qu'il y a un certain nombre de pistes, je les répète et je m'arrête là, en dépit de votre insistance. Non, ça c'est mon rôle. Non mais c'est votre rôle de journaliste, mais mon rôle d'avocat c'est aussi de vous dire que le temps n'est pas venu. Je vous dis simplement, on va vérifier quels sont les ordres qui ont été donnés, en particulier par le préfet. Oui. Par le préfet, oui. Si l'on pouvait utiliser cette arme, si la présence des gendarmes était légale à cet endroit, et si l'arme a été utilisée conformément au circulaire, parce qu'il y a un certain nombre de vraies questions là-dessus, et nous verrons ensuite les conclusions qu'il faut en tirer. Vous comprenez, je vais en finir, est-ce que vous comprenez le silence du ministre de l'Intérieur pendant 48 heures? Non. Et le fait qu'ils disent, au bout de 48 heures, il n'y a pas eu de bavure? Ça non plus, je ne comprends pas. Parce que ça, on le dira au terme de l'instruction. S'il y a eu bavure ou pas. On verra comment on a utilisé cette arme. Est-ce que cette grenade a été jetée vers un groupe? Est-ce qu'elle a été jetée au sol? Tout ça, ce sont de vraies questions. Et il est trop tôt, en tous les cas pour moi, pour y répondre. Certains vont vous dire, ne renversons pas tout. Ne chargeons pas la gendarmerie dans cette affaire. La gendarmerie a fait son travail et les manifestants n'avaient pas à être là. Non mais écoutez... vous avez entendu ça, vous l'entendez. Moi aussi. Vous alliez arrêter, mais vous y revenez. Non, j'y reviens pas. Je vous pose cette dernière question qui renverse le débat. Mais pour dire la gendarmerie a fait son travail... Qui était là pour maintenir l'ordre. Mais d'accord, mais il y a quand même un gamin de 21 ans qui est mort. Ça doit poser un certain nombre de questions. Des questions que la justice est chargée de se poser, et la justice est chargée d'y répondre. Donc, 2 secondes. 2 secondes, le droit de manifester, c'est un droit qui existe. Le maintien de l'ordre, c'est un droit qui existe. On verra comment les choses se sont passées. On a quelques éléments factuels. Moi, je ne veux pas fuir vos questions, je dis simplement qu'il est trop tôt pour y répondre. Eh bien, vous viendrez y répondre, Éric Dupond-Moretti, ici. Autre sujet qui provoque votre colère, Éric Dupond-Moretti, c'est cette perquisition qui a été effectuée sur ordre d'un juge, le juge Gentil en l'occurrence, chez un de vos confrères, Hubert Delarue, maître Delarue. Pourquoi cette colère? Rappelez-nous les faits. D'abord, c'est la raison pour laquelle vous m'invitez. Oui, c'est l'une des raisons. Car lorsque vous m'avez invité, vous ne saviez pas encore que j'intervenais pour la famille Fraisse. Bien sûr, exactement. Non, je suis en colère et nous avons pris l'initiative, Hervé Temim, Pierre Haïk et moi-même, de lancer une pétition nationale. On en a ras-le-bol de la façon dont certains juges, et j'insiste sur le certain, dont certains juges nous traitent. Il y a une nouvelle espèce de juges, là, de super inquisiteurs qui s'affranchissent d'un certain nombre de règles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hubert Delarue est l'ancien bâtonnier d'Amiens. Il y a plus de 2 ans de cela, il défend un homme qui est détenu, on va l'appeler Monsieur X. La famille de cet homme communique à Hubert Delarue un certificat d'embauche et un cabis. Le cabis
correspond au certificat. Enfin, plus Pour exactement... obtenir une mise en liberté. Voilà, une demande de mise en liberté, mon client est susceptible de travailler. Oui. Ça, c'est le quotidien des avocats. Tous les avocats qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans. Il va s'avérer que ce document est un faux. Voilà. C'est une entreprise bidon. Maître Delarue ne le savait pas. Maître Delarue n'en sait strictement rien. D'ailleurs, il va être entendu par un juge qui lui dit « Mais moi, je ne peux pas vous soupçonner de quoi que ce soit. » Il bénéficie du statut de témoin assisté et dit le juge « Le dossier pour moi est fini, il est réglé. » Il y a 2 ans de cela. Arrive à Lille Monsieur Gentil, l'illustre Monsieur Gentil. Et Monsieur Gentil décide, avec 4 policiers, Monsieur Bourdin, 4 policiers, d'aller perquisitionner le cabinet d'Hubert Delarue. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire... Violant le secret professionnel. Alors, on va y venir. Le juge lui dit, je ne peux pas vous interroger, vous êtes tenu au secret professionnel, donc je viens chercher votre agenda. C'est un aveu, mais en toute liberté que lui fait le juge. Voilà, je sais que je n'obtiendrai rien si je vous entends, vous êtes tenu au secret professionnel, donc en clair, je viens le violer moi-même. La perquisition commence le matin et quelques minutes après le début de la perquisition, des journalistes de Radio France Picardie appellent le bâtonnier Delarue pour lui dire « Monsieur le bâtonnier, est-ce qu'il est vrai qu'on est en train en ce moment de perquisitionner votre cabinet ?» Ça s'appelle ça une petite violation du secret de l'instruction, Monsieur Bourdin. Qui a prévenu les journalistes? X. Le juge, sa greffière, des gens du parquet, des gens de la police. Fabuleux quand même, hein. Quand on sait que le même juge a placé des gens en garde à vue pour des violations du secret de l'instruction, quand même ça pose problème. Ça c'est pour nuire à l'avocat. Donc, on a regardé l'agenda, et si vous avez été le client... Le juge Gentil, je précise, qui a instruit l'affaire Bettencourt. Hein. Oui, et qui avait déjà essayé de prendre l'agenda de Thierry Herzog, avocat. Là, je ne parle pas de l'agenda du président de la République. Oui, non. Celui-là, il l'a obtenu. Oui. Ouais. L'agenda de Thierry Herzog. Et au moment où il souhaitait prendre l'agenda de Thierry Herzog, le bâtonnier de Paris avait écrit au juge Gentil pour lui dire « Attendez, c'est couvert par le secret professionnel. Vous ne pouvez pas prendre cet agenda. D'ailleurs, il est à l'ordre des avocats du barreau de Paris. » Bon, ça n'a pas, cet avertissement n'a pas suffi, vous savez. Oui. Et donc le juge est revenu chercher un nouvel agenda, il doit les aimer, et donc il a consulté l'agenda. Mais si vous avez été client d'Hubert Delarue, parce que c'est l'occasion pour moi de redire ici que le secret professionnel ne protège pas l'avocat, il protège ses clients. Eh bien le juge sait que vous avez rencontré Hubert Delarue. Et ça c'est une violation, mais gravissime, du secret professionnel de l'avocat. Voilà. Alors, si je reçois demain d'une femme qui m'a confié son divorce, une attestation disant que cette femme est merveilleuse, que son mari est un salaud, j'ai quoi? L'obligation de vérifier si le témoin est réellement le scripteur, et si je transmets une attestation qui est fausse, c'est chez moi qu'on vient perquisitionner, mais on marche sur la tête. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges sont au-dessus des lois aujourd'hui? Ça veut dire certains que certains juges, mais bien sûr, dans notre pays, écoutez, certains juges d'instruction. Monsieur Bourdin, je vais vous expliquer que il y a peu de temps, on a perquisitionné le cabinet d'un avocat ajaxien, le bâtonnier d'Ajaccio, dans une affaire qualifiée de terroriste. Oui. Eh bien, monsieur Hayat, magistrat, a refusé la saisie de son portable en disant que c'était couvert par le secret professionnel. Donc, il y a des juges qui sont parfaitement respectueux de notre secret professionnel, et il y a une escouade, une équipe de magistrats qui s'affranchissent de ces règles, qui considèrent que l'avocat est un ennemi, et finalement, on bouffe de l'avocat comme autrefois on bouffait du curé. Oui, mais non, mais ils sont insanctionnables, ces juges? Ah ben écoutez, en tous les cas, la loi ne nous protège pas suffisamment. La loi protège les journalistes. Moi, je veux rappeler quand même, on ne va pas dramatiser, mais que quand une démocratie est atteinte, les premiers que l'on touche, c'est les journalistes et les avocats. Vous avez une loi qui protège vos sources. Notre démocratie est atteinte? Non, je ne dis pas cela, monsieur. Je dis que ces libertés-là, les vôtres, les nôtres, elles sont essentielles dans une démocratie. Votre secret est protégé. Votre secret est sous. Le nôtre l'est dans une affirmation législative qui n'est pas suffisante, puisque des juges s'autorisent à venir consulter l'agenda d'un avocat en faisant cet aveu extraordinaire. Extraordinaire. Ben écoutez, je sais que vous êtes tenu au secret professionnel, monsieur le bâtonnier, mais je viens voir ce qui se passe. Je voudrais dire que tout ça, ça fait suite à de multiples violations. Il y a eu l'affaire, pour moi, Herzog, je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour lui, ce scandale de la mise sous écoute. Pire que ça, monsieur Bourdin, les conversations entre Thierry Herzog et son bâtonnier, Pierre-Olivier Sûr,
ont été écoutés par des juges. Bon, ça suffit. Ça suffit. D'ailleurs, vos dernières déclarations ici avaient fait bouger le président de la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eric Alors, Dupond-Moretti. pas suffisamment, c'est la raison pour laquelle on revient à la charge, vous savez. Oui. Parce que le président de la République a promis aux bâtonniers de Paris une loi. Bon. Pour renforcer le secret professionnel des avocats. Bien sûr. Savez-vous que demain, par exemple, si un juge cherche votre adresse, il peut venir perquisitionner mon cabinet pour l'obtenir. Mais mon cabinet, ça n'est pas une annexe d'un commissariat. Il peut. Il peut. Mais il a la loi avec lui pour ça? La loi, c'est tout acte utile à la manifestation de la vérité. Oui, ça veut tout dire et rien dire. Alors, on affiche le respect du secret professionnel, mais un certain nombre de juges, pas tous, s'en foutent complètement. Et la statistique, les chiffres démontrent qu'il y a une multiplication des perquisitions, des écoutes, des saisies de documents confidentiels. Je vous donne encore un autre exemple. Dans un très grand cabinet d'avocats parisien, spécialisé en matière fiscale, un avocat fait une consultation à son client. Il lui dit, à propos d'un trust, ça, le fisc peut l'accepter, ça, le fisc ne peut pas l'accepter. Une note juridique. Cette note est saisie. Et l'avocat est considéré comme un complice du montage fiscal. Écoutez, on ne peut plus faire ce métier. On ne peut plus faire ce métier. Il y a une surmultiplication des attaques et des atteintes. Alors beaucoup vont se dire, ces juges-là, certains sont au service du pouvoir politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Je ne le crois pas, moi. Vous ne le croyez pas? Non, ces juges-là sont de super inquisiteurs. Parce que les connivences... Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la connivence. Regardez l'affaire Jouillet-Fillon. La connivence entre des hommes politiques de bords différents. Non, je ne crois pas ça, M. Bourdin. Non, je ne crois pas que les juges... Quand Jean-Pierre Jouillet dit et répond à François Fillon, adressez-vous, je vais m'adresser à Sylvie Hubac qui est au cabinet de François Hollande, qui elle va voir ce qu'on peut faire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore... Ça veut dire que d'abord, je voudrais répondre, terminer ma phrase avant que vous m'entraîniez dans ce restaurant où aurait dîné M. Jouillet, M. Fillon. Moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas en parler beaucoup. Je ne pense pas que les juges roulent pour des politiques. Non. Je ne crois pas. Il y a quelques juges, évidemment, qui sont politiques et politisés, et qui obtiennent leur poste, d'ailleurs, grâce à cela. Grâce à des connivences. Bien sûr que ça existe. Mais il y a des juges qui aujourd'hui s'affranchissent d'un certain nombre de règles parce qu'ils ont le sentiment, ils ont d'abord une toute-puissance, d'abord une irresponsabilité fonctionnelle. Vous savez que le juge, il est irresponsable fonctionnellement et que ça doit changer cette histoire. Parce que vous, si vous racontez, si vous diffamez quelqu'un, vous allez à la 23e chambre. Bon. Moi, si je n'interjette pas appel dans le délai qui est prévu par la loi, j'engage ma responsabilité civile. Bon. Donc, il y a une équipe de juges, on va le dire comme ça, qui se sont totalement affranchis des règles qui sont les nôtres. Voilà. Ils ont même été jusqu'à surveiller les fadettes des magistrats de la Cour de cassation. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Et nous, ce qu'on veut, puisqu'ils ne savent pas s'auto-limiter, puisqu'ils ne savent que pas... la loi les limite. Ben voilà, que la loi leur impose, les met au pas et leur impose un certain nombre de règles qui leur permettent de se souvenir une fois pour toutes que le cabinet d'un avocat, il est inviolable. Je tiens à dire pour les auditeurs que, naturellement, si un avocat est suspecté d'avoir commis quelque chose, il est injusticiable comme un autre. Mais dans son exercice professionnel, il n'est pas injusticiable comme un autre. Un dernier point, c'est une information qui est tombée il y a un instant, vous allez me dire, bon, à Fresnes, qui est une prison... connus, les détenus identifiés comme islamistes radicaux ont été regroupés dans une même partie de la prison. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à cette question. Oui. À la fois, c'est du communautarisme pénitentiaire, et à la fois, c'est la volonté, je pense, de ne pas contaminer une partie de la population pénale qui, dans la détresse que l'on peut imaginer, est accessible à ces saloperies là, d'islamistes radicaux. Voilà, ça mérite réflexion. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Merci, maître Eric Dupond-Moretti. Merci d'être venu nous voir ce matin à 8h55.